Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine en direct de la rédaction du mois de mai. Ce numéro sera entièrement consacré à l'actualité fiscale intervenue depuis la loi de finances pour 2019. Une actualité particulièrement riche pour les entreprises du point de vue de la loi, de la doctrine fiscale et de la jurisprudence. Et pour nous accompagner dans ce décryptage, j'accueille tout de suite notre experte Marie-Christine Martini, rédactrice en chef de la rédaction fiscale. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Marianne. Je vous propose de commencer ce magazine par le volet législatif. Un projet de loi a été déposé le 6 mars dernier à l'Assemblée nationale. Pour des raisons budgétaires, la trajectoire de baisse du taux de l'impôt sur les sociétés serait modifiée et une taxe spéciale GAFA serait créée. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, en fait, les dispositions de ce projet de loi concernent essentiellement les grandes entreprises. Alors, s'agissant du taux d'impôt sur les sociétés, je rappelle que pour les exercices ouverts en 2019, le taux d'impôt est fixé à 28% à hauteur de 500 000 euros de bénéfices et puis il est abaissé à 31% au-delà de ce seuil de 500 000 euros de bénéfices. Le projet de loi prévoit que le taux de 31% ne s'appliquerait pas en 2019 pour les entreprises et les groupes qui réalisent au moins 250 millions de chiffre d'affaires. Ceux-ci resteraient taxés à 33,1% au-delà de 500 000 euros de bénéfices. Pour la suite, pas de changement. La trajectoire de baisse du taux de l'impôt sur les sociétés est maintenue. Je rappelle qu'elle est à 28% en 2020, 26,5% en 2021 et 25% en 2022. Pas de changement non plus pour les PME. Le taux de 15% reste applicable dans la limite de 38 120 euros de bénéfices. Alors le projet de loi présenté prévoit également la création, vous l'avez dit, d'une taxe sur les produits encaissés par les entreprises du secteur numérique en contrepartie de la fourniture en France de certains services. La taxe serait applicable aux sommes encaissées depuis le 1er janvier 2019 et un taux uniforme de 3% serait appliqué à toutes les entreprises qui en sont redevables. Voilà ce que je peux vous dire sur ce projet de loi qui est toujours en discussion devant le Parlement. Il a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 9 avril et il est actuellement devant le Sénat. Très bien. Le ministre de l'Action et des Comptes publics a présenté le 14 mars dernier la nouvelle relation de confiance entre les entreprises et l'administration fiscale. De quoi s'agit-il, Marie-Christine ? Alors en fait, tout est parti d'une loi qui s'appelle la loi pour un État au service d'une société de confiance, dite loi ESSOC. Alors en fait, cette loi avait prévu d'habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance toute disposition relevant du domaine de la loi et modifiant le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales en vue de renforcer la sécurité juridique des entreprises qui sont soumises à des impôts commerciaux. Alors à la suite de cette loi, la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, a ouvert une consultation sur son site internet pour recueillir l'avis des entreprises sur la mise en œuvre des mesures qui pourraient en fait correspondre à l'objectif fixé par la loi. Et puis à la suite de cette consultation, en fait, il est apparu que les besoins exprimés ne nécessitaient pas de changement législatif et en conséquence, eh bien, le gouvernement ne conduira pas cette réforme par voie d'ordonnance. Donc pas d'ordonnance, pas de texte législatif. Comment cette réforme va-t-elle être conduite ? Eh bien, en fait, le ministre a proposé d'utiliser les outils existants et plus particulièrement une procédure qu'on appelle la procédure de rescrit général. Alors, je vais rappeler ce que c'est que la procédure de rescrit général. Dans le cadre de cette procédure, donc une entreprise ou une personne physique peut interroger l'administration pour qu'elle prenne une position sur l'appréciation de sa situation de fait. La demande doit être écrite, elle doit être précise et complète et elle doit être bien sûr formulée par un contribuable de bonne foi. Par suite, l'administration ne peut procéder à aucun rehaussement fiscal si elle a pris une position formelle à la suite d'une telle demande. L'administration a en principe 3 mois pour répondre, mais en fait, aucune sanction n'est prévue si elle ne respecte pas ce délai et l'absence de réponse de l'administration ne vaut pas son accord implicite. Et dans la mesure où on utilise un outil déjà existant, où sont les changements ? Alors ce qui change en fait, c'est l'engagement que va prendre l'administration pour répondre rapidement aux entreprises. Alors pour cela, elle propose 2 pistes. Un partenariat fiscal pour les entreprises de taille intermédiaire et pour les grandes entreprises, et puis un accompagnement personnalisé pour les PME qui présentent un potentiel de croissance et de création d'emplois, les PME à caractère innovant et exerçant une activité dans des secteurs stratégiques pour l'économie nationale. Et en quoi consistent ces actions et pourquoi cette différence entre les grandes entreprises et les PME ?
Et en fait, le partenariat fiscal proposé aux entreprises, c'est une offre d'accompagnement personnalisé qui établit une relation de travail au fil de l'eau entre la société partenaire et l'administration fiscale, dans le but de confirmer, grâce à cette procédure de rescrit fiscal, le traitement des points fiscaux à risque et à enjeu pour l'entreprise. Le partenariat va se concrétiser par la signature d'un protocole entre l'administration et l'entreprise, au terme duquel les deux parties vont s'engager à dialoguer et à coopérer. Les décisions de rescrit seront prises donc au maximum sous 3 mois et en fonction des échéances de l'entreprise et de la complexité, bien entendu, de la question. Contrairement à ce qui est proposé aux entreprises de taille intermédiaire et aux grandes entreprises, l'accompagnement des PME ne sera pas continu, mais il sera à la demande, selon les besoins de l'entreprise. Et là, l'engagement de la DGFiP porte également sur le délai de délivrance des prises de position, les fameux rescrits. Ce délai ne pourra donc pas excéder 3 mois là aussi. D'accord. Et en dehors de ces accompagnements, le ministre a-t-il annoncé d'autres mesures ? Oui, le ministre a annoncé d'autres mesures et notamment la création du service de mise en conformité fiscale, le SMEC. Le SMEC. De quoi s'agit-il ? J'allais vous poser la question. Voilà. Alors, c'est une sorte de cellule de régularisation qui permet aux entreprises de procéder à la mise en conformité de leur situation fiscale en déposant une déclaration rectificative. Ce service ne concerne que les entreprises et ne concerne pas les particuliers, contrairement à une autre cellule de régularisation qui avait été mise en place antérieurement. Par ailleurs, la compétence du SMEC est limitée à certains sujets. Toutes les anomalies découvertes par les nouveaux détenteurs ou les repreneurs d'une entreprise, certaines problématiques qui concernent la fiscalité internationale, notamment la question des établissements stables, la question des montages fiscaux, la question des prêts consentis par une entreprise établie à l'étranger, certaines questions relatives à la fiscalité des dirigeants, notamment le pacte du Treuil, le régime des impatriés ou encore les plus-values de cession de titres, et puis toutes les opérations qui sont susceptibles d'encourir des sanctions fiscales importantes de l'ordre de 80%, en gros les montages fiscaux à risque. Et qu'est-ce que l'entreprise a gagné dans une telle démarche ? Eh bien en fait, le taux des majorations applicables à l'entreprise sera modulé par voie de transaction selon une grille qui va être déterminé à l'avance et qui ne sera pas négociable. Ça ne sera pas une discussion en fait. Donc le taux de la pénalité pour manquement délibéré sera fixé à 15% au lieu de 40%. Le taux de la pénalité de 80% pour manœuvre frauduleuse ou abus de droit sera réduit à 30% et puis les intérêts de retard seront également réduits de 40%. En cas de manquement qui aurait appelé une simple pénalité de 10% s'il avait été découvert à l'occasion d'un contrôle fiscal, eh bien, le caractère spontané de la demande de l'entreprise sera pris en compte en supprimant cette majoration de 10% et en réduisant l'intérêt de retard de 50% dans le cas d'une procédure qui s'appelle le droit à l'erreur. Pour bénéficier du taux réduit des pénalités, eh bien, les entreprises devront bien entendu s'engager à régler les droits en principal et les pénalités négociées, si je peux dire, ou en tout cas s'engager à les acquitter selon un échelonnement qui sera prévu par l'accord. Il faut rappeler en dernier lieu que la conclusion d'une telle transaction va s'opposer à ce que l'entreprise conteste par la suite les droits et les pénalités qui seront mises à sa charge. Très bien. Et est-ce que le ministre a annoncé d'autres mesures que vous souhaitez nous signaler ? Oui, le ministre a annoncé d'autres mesures plus mineures. Notamment, les entreprises pourraient recourir à un commissaire aux comptes pour obtenir une attestation de conformité fiscale. Les voies de recours précontentieux seront améliorées. La procédure de demande de rescrit serait facilitée sur son organisation matérielle. Et puis un guichet serait créé et dédié aux questions internationales. Et pour le détail de ces sujets, je vous invite à vous reporter à notre publication. Bien sûr. Passons maintenant à un autre sujet important pour les entreprises et évoquons les règles applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actifs. L'administration se prononce sur un sujet très attendu, les engagements de conservation pris avant 2018. Pouvez-vous nous rappeler le contexte de cette mesure et la solution retenue ? Alors en fait, dans le cadre de la réforme du régime des fusions qui est applicable aux opérations qui sont réalisées depuis 2018, eh bien, l'engagement de conserver pendant 3 ans les titres remis en contrepartie d'un apport partiel d'actifs a été supprimé pour les opérations qui ne sont pas soumises à agrément, donc les opérations pour lesquelles le régime des apports partiels d'actifs s'applique de plein droit.
La question s'est posée de savoir si les engagements de conservation qui étaient souscrits avant le 1er janvier 2018 devaient être respectés. Alors on va prendre un exemple pour que ce soit plus parlant. On prend l'exemple d'une société A qui fait un apport partiel d'actifs à une société B en 2017 sous l'ancienne législation. Et sous cette ancienne législation, pour bénéficier du régime de faveur des fusions, eh bien, l'entreprise A devait s'engager à conserver pendant 3 ans les titres de la société B remis en contrepartie de son apport. Donc la question est la suivante. Est-ce que la cession des titres de la société B à une société C dans les 3 ans est susceptible de remettre en cause de manière rétroactive le bénéfice du régime des fusions qui a été accordé en 2017. Bien, pour l'administration, le bénéfice du régime spécial accordé pour l'opération initiale ne sera pas mis en cause de manière rétroactive pour motif de rupture de l'engagement souscrit en 2017. Par ailleurs, il ne sera pas exigé que la société C reprenne elle-même cet engagement de conservation. Donc c'est une bonne nouvelle. Une société peut s'affranchir de l'engagement de conservation des titres pendant 3 ans pour une opération non soumise à agrément qu'elle a réalisée avant le 1er janvier 2018. D'accord. Alors toujours sur ce sujet, mais pour les opérations soumises à agrément, cette fois, l'administration a actualisé sa doctrine. Oui. Pouvez-vous nous rappeler dans quel cas faut-il un agrément et s'il y a dans les commentaires administratifs des nouveautés à signaler plus particulièrement? Alors en fait, l'administration effectivement a apporté des précisions sur les modalités d'attribution des agréments et elle a publié des modèles types de demande d'agrément qui sont reproduits dans nos publications. Alors pour ce qui concerne les cas dans lesquels un agrément est nécessaire, en fait, en premier lieu, pour appliquer le régime des fusions aux apports partiels d'actifs et aux scissions qui ne portent pas sur une branche complète d'activité ou sur des éléments assimilés à une branche complète d'activité, mais dans ce cas, effectivement, il faut recourir à l'agrément. L'administration, en fait, reprend dans ses commentaires la plupart des précisions qu'elle avait déjà fait savoir, qu'elle avait déjà rendues publiques avant 2018, et elle demande en pratique aux entreprises de souscrire un engagement de conservation des titres pendant 3 ans pour pouvoir bénéficier de l'agrément. Autre cas de délivrance de l'agrément, c'est nécessaire pour l'attribution aux associés de la société apporteuse des titres émis en rémunération des apports en franchise d'impôt, et cela lorsque l'apport ne porte pas sur une branche complète d'activité ou que la société apporteuse ne dispose pas d'au moins une branche complète d'activité après l'apport. Très bien. Passons à présent aux décisions de jurisprudence qu'il convient de retenir. Tout d'abord, le Conseil d'État s'est prononcé sur la question de la cession d'un actif à un prix manifestement inférieur à sa valeur vénale. L'affaire concernait un château vendu 1/8 de sa valeur. Le Conseil d'État s'est prononcé en formation plénière, ce qui souligne l'importance de la décision. Et que dit-il? Eh bien, en fait, cette décision est importante en ce qui concerne la charge de la preuve. On rappelle qu'en matière d'acte anormal de gestion, l'administration a en principe la charge de la preuve, sauf dans des hypothèses de procédure, quand l'entreprise ne répond pas à la proposition de rectification que l'administration lui a adressée. Dans ce cas, eh bien, c'est à elle de démontrer que les impositions mises à sa charge sont exagérées. Bien. Lorsque l'administration soutient que la cession d'un élément d'actif immobilisé a été réalisée pour un prix significativement inférieur à sa valeur vénale, c'était le cas là, 1/8 de la valeur, et que le contribuable, lui, n'apporte aucun élément de remettre en cause la valeur que l'administration propose, eh bien, le Conseil d'État retient que l'administration est regardée comme apportant cette preuve qui lui incombe si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en a résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise. Donc l'obligation de preuve de l'administration est en quelque sorte allégée, puisque cette obligation est remplie dès lors que le contribuable n'apporte pas d'éléments justifiant sa décision d'appauvrissement de l'entreprise. À son tour, le contribuable peut apporter cette justification en rapportant que soit il en a tiré une contrepartie, soit qu'il s'est trouvé dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix inférieur à celui évalué par l'administration. Et sur ce dernier point, la décision des juges est assez innovante, puisqu'en pratique, le contribuable pourra désormais justifier avoir vendu un actif à un prix minoré afin d'éviter finalement une situation encore plus pénalisante pour l'entreprise. Très bien.
On poursuit. 2 décisions de cour administrative d'appel à signaler également qui apportent des précisions sur les conditions d'application du régime d'exonération des plus-values professionnelles en cas de cession de l'intégralité des parts d'une société de personnes ou d'un fonds de commerce. Alors, la plus-value qui est réalisée lors de la cession de l'intégralité des parts d'une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu est susceptible d'être exonérée en application de l'article 238 quindecies du Code général des impôts. En cas de vente des parts d'une société de personnes, s'il veut bénéficier de l'exonération de la plus-value, eh bien le cédant ne doit détenir aucun droit de vote ni aucun droit dans la société cessionnaire. Lorsque la cession des parts est suivie d'un apport en industrie, ouvrant droit à un partage des bénéfices sociaux, eh bien, cette condition d'absence de détention entre le cédant et le cessionnaire n'est pas respectée. C'est ce que nous dit le juge. Donc l'attribution de parts en industrie constitue un fait générateur d'imposition de la plus-value pour le cédant. Deuxième décision, pour bénéficier de l'article 238 quindecies du Code général des impôts, donc de l'exonération, l'activité doit avoir été exercée pendant 5 ans. Et donc cette décision de jurisprudence précise que le délai de 5 ans commence à courir quand il y a eu une opération de fusion. Eh bien, il s'apprécie à partir de la date à laquelle la société absorbée a débuté l'exploitation du fonds. Très bien, merci. Une autre décision intéressante concerne les acomptes sur dividendes. Une société française a perçu des dividendes d'une filiale britannique. La société a opté pour l'application du régime mère-fille à raison de cette distribution et a donc déduit ces sommes de son résultat fiscal, défalcation faite de la quote-part de frais et de charges de 5%. Lors d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a limité la déduction à hauteur du résultat que la filiale britannique était en mesure de distribuer à la clôture de son exercice. L'affaire a été portée devant les juridictions administratives. Que ressort-il des décisions des juges ? Eh bien, en fait, devant la Cour administrative d'appel de Versailles, le contribuable n'avait pas obtenu gain de cause. Donc l'affaire est arrivée devant le Conseil d'État et le Conseil d'État a annulé la décision de la Cour administrative d'appel de Versailles pour erreur de droit. Les acomptes sur dividendes présentent pour leur totalité le montant de caractère de produit de participation et donc ils peuvent bénéficier pour leur totalité sans limite du régime des sociétés mères et filiales. Très bien. Marie-Christine, vous avez publié dans votre feuillet hebdomadaire une synthèse très intéressante sur la difficulté de justifier le taux d'intérêt appliqué dans le cadre des prêts entre sociétés liées. Cet article révèle que la jurisprudence n'est pas globalement favorable aux entreprises, mais qu'une question préjudicielle posée au Conseil d'État pourrait tempérer cette affirmation. Avant d'entrer dans le détail de ces jurisprudences, pouvez-vous nous en rappeler le cadre légal, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Alors, les sociétés qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire les intérêts des emprunts contractés auprès d'entreprises liées si le taux pratiqué n'excède pas un taux de référence qui est le taux auquel sont calculées les limites de déduction des comptes courants d'associés. Par exception à cette règle, il y a un article du Code général des impôts, l'article 212.1a, qui leur permet d'appliquer un taux d'intérêt supérieur à ce taux de référence, mais à condition d'apporter la preuve que le taux retenu correspond à celui qu'elles auraient pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. Et c'est là que les difficultés commencent. En effet, parce que lors des contrôles fiscaux, l'administration examine avec une attention toute particulière les éléments de preuve apportés par les entreprises. Les décisions de jurisprudence qu'on va commenter tout de suite là, soulignent la difficulté pour les entreprises d'apporter cette preuve, à tel point même que certains auteurs se sont demandé s'il était réellement possible en pratique de bénéficier de l'exception prévue par l'article 212.1a du Code général des impôts. J'ai une question. Est-ce que le fait d'appartenir à un groupe a une influence sur la preuve ? Oui, le point que vous soulevez ressort en effet des décisions des juges administratifs et le Conseil d'État vient de se prononcer pour la première fois sur ce point. Le taux d'intérêt auquel l'entreprise emprunteuse aurait pu s'endetter auprès d'organismes financiers indépendants doit être apprécié d'une part au regard des caractéristiques des prêts et d'autre part des caractéristiques propres de cette entreprise et non de celles du groupe de sociétés auquel elle appartient. Une autre décision relative à l'appartenance à un groupe mérite d'être signalée et elle concerne l'incidence des notations financières attribuées au groupe par les agences de notation. Pour le Conseil d'État, l'appartenance de l'emprunteur à un groupe de sociétés
ne peut être prise en compte pour l'appréciation de son risque de défaut que dans la mesure où celle-ci est susceptible d'avoir une incidence sur sa solvabilité. Et là, bien sûr, il faut que l'administration soit en mesure de le prouver. Selon la doctrine de l'administration, la preuve est considérée comme apportée si l'entreprise justifie, par exemple, d'une offre de prêt à la date à laquelle l'emprunt a été contracté. Est-ce que les juges sont de cet avis? Eh bien, la question porte ici donc sur le caractère contemporain au fait de l'offre de prêt produite. Alors, certains vérificateurs refusent comme justificatif des taux appliqués une offre de prêt qui est postérieure à la date de l'emprunt. Et les décisions des tribunaux administratifs sont divergentes sur le sujet, mais la tendance est que le service des impôts n'est pas fondé à exiger de l'entreprise la production d'une offre de prêt contemporaine aux opérations pour justifier la pertinence des taux pratiqués. D'ailleurs, on a des décisions dans le même sens, non pas pour des offres de prêt, mais pour toute documentation qui aurait justifié les taux pratiqués. Lorsque l'entreprise produit des études fondées sur des comparables de taux issus de marchés financiers obligataires, elles sont aujourd'hui systématiquement rejetées. Oui. Il semble toutefois qu'une décision du tribunal administratif de Versailles pourrait apporter du nouveau. Oui. Qu'en est-il ? Oui, en effet, les juges refusent de tenir compte de ces justificatifs parce que pour apprécier la pertinence du taux appliqué, l'emprunteur doit démontrer que le taux est conforme à celui qu'il aurait pu obtenir, non pas sur les marchés financiers, mais auprès d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. C'est ce qu'on disait depuis le départ. Il faut noter que les décisions de jurisprudence défavorable auxquelles vous faites allusion, ce sont des décisions qui sont prises par des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel. Le Conseil d'État n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur le sujet. Eh bien, il va effectivement, comme vous le disiez, avoir bien sûr l'occasion de le faire, puisqu'une question préjudicielle lui a été posée par le tribunal administratif de Versailles. Et donc, je vais vous lire cette question. Cette question est la suivante. Pour l'application des dispositions de l'article 212.1a du Code général des impôts, qui donne une possibilité aux entreprises de déroger à la limite de taux prévue pour les comptes d'associés, un contribuable est-il fondé à soutenir qu'il peut apporter la preuve que le taux d'intérêt consenti par une société liée n'est pas supérieur à celui qu'il aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues en se référant aux taux pratiqués par des sociétés tierces pour des emprunts obligataires. Voilà, nous terminons donc cette revue d'actualité sur une note d'espoir. Merci Marie-Christine pour ce point très complet et à très bientôt. Très bientôt. C'est la fin de ce numéro consacré à l'actualité fiscale. Merci de votre attention. Rendez-vous le mois prochain avec les experts du groupe Revue Fiduciaire pour un nouveau numéro en direct de la rédaction. Très bonne journée.